Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Sophie Hautman et Leclerc de Besançon et Françoise de Mézières et Alcic pour l'invitation. Euh, Tout d'abord, je vous dirais que mon titre est un tout petit peu trompeur car il implique que je vais suggérer des solutions de formation alors que celles-ci, arrivées en fin de conférence, seront plutôt implicites, mais nous pouvons peut-être en parler ensemble lors de la période des questions. Je vais vous parler d'une recherche menée en 2019-2020 auprès d'un public qui était nouveau pour moi et que j'ai rencontré lorsque j'ai intégré l'IUT en 2019, à l'IUT. Je désirais continuer à mener mes recherches sur les apprentissages informels, mais du coup auprès d'un public nouveau, et puis implémenter des pratiques pédagogiques que j'avais préconisées dans des formations de didactique et que j'avais testées en CRL, Centre de ressources en langue, mais dans un contexte où les ressources et les habitudes n'étaient pas du tout celles que j'avais connues auparavant. Donc, je compte vous montrer ici une partie de ce à quoi cela a abouti. Euh, Globalement, mon intervention consistera en quelques constats, quelques repères théoriques, mais je ne vais pas trop approfondir, et surtout un voyage un peu plus en profondeur dans cette étude pour voir les profils et parcours d'apprenants en première année d'anglais à l'IUT et puis voir d'éventuelles orientations didactiques à la fin. Euh, bon, les constats sont un peu les mêmes partout. Massification des publics dans l'enseignement supérieur, des heures restreintes de cours en langue, ça diminue régulièrement. À l'IUT, donc moi je travaille en GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations. Nous venons de passer un nouveau diplôme, le BUT, un diplôme en 3 ans, et vous voulez que le nombre d'heures consacrées à l'anglais est de moins en moins important chaque année du diplôme. On sait aussi que pour atteindre le fameux B2, il faut quand même beaucoup d'heures d'apprentissage. Et pour nous, en GEA, bah, on part d'étudiants qui arrivent à 80% avec des niveaux inférieurs au B1. Face à cette situation, on peut cibler des contenus disciplinaires, les langues de spécialité. Ça semble un choix judicieux et logique et qui est pratiqué depuis longtemps en IUT. Euh, Ces choix, les contenus disciplinaires sont a priori motivants parce que les étudiants, ils ont choisi euh, leur discipline parce que ça leur plaît et donc les contenus en anglais qui y sont liés leur plaisent autant. Enfin, on l'espère. Euh, et une autre approche pour faire face à ces difficultés, c'est aussi d'exploiter les activités en langue étrangère que font nos étudiants de toute façon en dehors du contexte formel de l'apprentissage. Et donc de parier plutôt sur l'acquisition d'habitudes, euh, les aider à instaurer des pratiques vis-à-vis de l'anglais ou d'une langue étrangère qui pourraient perdurer tout au long de leur vie. Hein, ce sont des idées sur le lifelong and life-wide learning qui ont été pas mal évoquées par Annick Rivens-Montpeon, Elke Nissen ou Maud Sikanski lors du NEC 2021.
lorsqu'on parle de l'autonomisation. Donc, dans ce type d'approche, l'objectif, c'est moins d'enseigner des contenus langagiers qui peuvent être éphémères que de faire prendre des habitudes qui seraient durables. Alors, avant de vous montrer mon étude, je voudrais préciser des langues, et notamment en ligne, ont permis d'établir, d'une part, les activités, d'une part, les activités qui le composent. Donc, il s'agit d'utilisation réelle d'une langue additionnelle pour des besoins autres que l'apprentissage, les loisirs, les déplacements, des recherches. Et donc, il s'agit de l'utilisation d'une langue riche et contextualisée qu'on peut comparer avec un langage beaucoup plus pauvre dans un manuel qui serait ciblé sur une progression grammaticale, par exemple. Bon, les recherches en apprentissage informel ont permis aussi d'établir que ce type d'activité favorise des acquisitions langagières concrètes, que ce soit de type lexical, grammatical, phonologique ou autre, et que ça a également certains effets sur la personne apprenante qui devient réellement acteur ou actrice dans la communication et qui, par cette implication, réussit peut-être mieux à gérer la surcharge cognitive, le fait qu'elle traite à la fois la langue étrangère et du contenu, qu'elle arrive mieux à le gérer dans ce type de contexte que dans un contexte d'apprentissage en situation de classe. Donc, ce sont des apprentissages ouverts, autodéterminés et dynamiques. Dans mes propres recherches et dans l'étude qui suit ici, je me suis concentrée sur les paramètres psychologiques en jeu dans l'apprentissage des langues et la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie globale de la motivation humaine, me semble particulièrement apte à regrouper plusieurs autres théories auxquelles on se réfère en didactique des langues, en ce que on peut les ramener aux trois piliers de l'autodétermination. Donc, d'une part, théorie autour de l'autonomie, celle qui concerne différents types de compétences qui sont pertinents pour l'apprenant de langue, pas seulement les compétences langagières, mais aussi numériques et aussi d'apprentissage, et aussi des théories relationnelles. Et pour ma part, je me suis plus particulièrement intéressée à l'attachement, que je ne vous exposerai pas, mais qui sera un filon un peu sous-jacent. Donc, la théorie de l'autodétermination postule une motivation qui serait plus intense, plus elle est internalisée. Et donc, plus on va de la gauche vers la droite de ce schéma. Et donc, là où une motivation par une carotte ou un bâton peut être efficace, il s'agirait d'une régulation introjectée, son intensité et sa durée seraient moins importantes que lorsqu'il y aurait une motivation intrinsèque. Bon, c'est du b.a.-ba de la motivation. En faisant appel aux interactions fortes entre certains de ces paramètres, je voulais explorer l'idée de profil d'apprentissage concernant la motivation, l'attachement, les compétences des apprenants et essayer d'observer les parcours d'apprentissage qui pouvaient y être liés.
Donc, j'ai travaillé avec des sujets à portée de main, comme apparemment 70% des études en linguistique appliquée, hein, d'après Plonsky. Donc, pour moi, c'est l'étudiant ou l'étudiante arrivant à l'IUT. Et pour collecter des données, j'ai mis en place un certain nombre d'outils. Donc, pour les traits personnels, la motivation, l'attachement, donc la relation et l'autonomie, je me suis basée sur des questionnaires existants et validés dans d'autres contextes. Également, pour le test de niveau de langue, j'ai utilisé le LAO que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et puis, pour examiner les parcours, j'ai aussi utilisé un questionnaire élaboré par Laurent Perrault pour sa thèse qu'il a soutenue en décembre dernier et des données liées au travail de l'année à l'IUT. Bon, je passe vite sur l'identification publique, j'ai déjà dit l'essentiel. En partant d'un public de 177 personnes, en fin de compte, je n'ai de données vraiment complètes, donc tous les aspects que j'ai présentés dans le slide précédent, pour une trentaine de personnes. Et parmi celles-là, j'ai sélectionné 9 à regarder plus en profondeur. Donc, ce tableau indique que les 9 cas que j'ai choisis, donc c'est pas de le hasard, ces 9 cas que j'ai choisis sont en effet représentatifs. Ici, on voit cette représentativité par rapport au score ELAO et par rapport à la fréquence de leurs activités informelles sur une année. J'ai fait des extractions similaires pour les autres paramètres. Pardon. Ce qui m'a permis de choisir des cas qui représentent aussi bien les extrêmes, hein, on voit dans le niveau le A1, mais aussi le B2 presque C1, que les moyennes. Et sur les 9, ben, je vais vous présenter aujourd'hui Léonore, Ophélia et Nicolas. Ici, on voit leurs compétences par rapport au test. On voit que Nicolas a le meilleur niveau des 3 et de très loin la meilleure compétence en compréhension de l'oral et en vocabulaire passif, ce qui s'explique probablement par les quelques mois qu'il a passés aux États-Unis. Et pourtant, et ça interpelle, on voit des niveaux en grammaire un petit peu similaires avec Léonore, qui est quand même sur le global à l'opposé de l'échelle des niveaux. Donc, on va essayer aussi peut-être de réfléchir un peu plus à ça. On va parler d'abord de Léonore, donc qui se distingue dans ce sous-groupe des 9 par les résultats de son test et son auto-évaluation les plus faibles. Elle se situe au niveau A1. Les scores d'autonomie, donc on les voit ici. Je vais essayer de faire venir la flèche. Voilà, on les voit ici dans l'indépendance d'apprentissage et les pratiques d'études qui sont study habits. Donc, ces scores d'autonomie les plus bas de la cohorte et ces scores d'anxiété et d'évitement langagier importants, ce qui permettrait de qualifier sa relation à l'anglais, son attachement, de craintive ou de peureuse, selon ce paramètre-là. Ces résultats ELAO pour la grammaire sont les seuls du groupe à être plus élevés que son score global. Hein, son score global A1 et score de grammaire B1. On peut se demander si cela indique vraiment une approche grammaticale
de l'apprentissage de l'anglais, là où d'autres étudiants auraient des approches plus basées sur le sens. On peut se demander aussi si c'est une anomalie dans le test et donc un pur hasard. Euh, et puis, on peut se demander aussi si cela explique ses difficultés à produire de l'anglais, comme on va le voir dans son journal de bord. Dans ces raisons pour apprendre l'anglais, Léonore n'a sélectionné que des réponses instrumentales, telles que obtenir un emploi plus prestigieux, ce qui relève d'une régulation motivationnelle introjectée, mais aussi la capacité de parler plus d'une langue, ce qui est un peu plus intériorisé et qui est associé à une régulation identifiée. Cette motivation atténuée pourrait expliquer le peu de temps qu'elle consacre à l'anglais et son manque d'investissement dans son journal de bord. Cependant, elle déclare 340 activités informelles. On les voit ici. Euh, Ce qui représente une implication plus forte que la moitié des étudiants. Là, je parle de la cohorte globale. Lorsqu'on regarde de plus près le logbook de Léonore, on constate en revanche très peu de contenu, dont des résumés qui semblent être de simples recopiages. C'est peut-être un traitement cognitif pertinent de l'input pour un niveau A1, mais ça reste limité. Et puis, on trouve deux rédactions avec un style qui me semble basé sur une syntaxe française, mais qui comporte certaines expressions qui sont assez évoluées. Je pense à s'en occuper et mettre en pension, qui posent souvent problème aux étudiants français et qui ont été correctement traduites ici par put in board and take care of. Donc là, je suppose qu'il s'agit de travaux assistés par un traducteur automatique, mais je n'en ai pas la preuve. Hein. Ce sont des exemples, enfin tout ceci, des exemples de ce qu'on a défini comme sa relation craintive à l'égard de l'anglais et de sa motivation externe. Hein, l'exemple de Léonore témoigne également de techniques d'apprentissage peu efficaces, ce que les questionnaires avaient mis en exergue. Le profil esquissé par les questionnaires semble donc en cohérence avec ses réponses mitigées concernant l'anglais, son cours en ligne qu'elle n'a pas terminé et ses résultats plutôt limités en anglais jusqu'à présent. Et peut-être même le décalage entre ses résultats au test de grammaire et sa compétence générale en anglais. C'est vraiment un profil unique dans mon échantillon. Bon, en fait, chaque profil est unique, hein, ce qui ne m'a pas empêché d'essayer de faire des catégories. Et donc, celle-ci, je l'ai qualifiée de pion en référence à Ducharme, Carpenter et Kuperman, qui l'utilisent pour identifier des individus référencés externes. Même si Léonore indique un désir de progresser en anglais et fait un certain effort pour entrer en contact avec la langue, elle manifeste aussi un manque de savoir-faire, de motivation, de détermination ou de stratégie pour transformer cette envie en résultat réel. Nicolas, par contre, a un profil quasiment à l'opposé de Léonore. On a déjà vu son niveau, près d'un C1,
Nicolas s'estime capable de tenir des conversations complexes en anglais sans difficulté. Ses scores sur les échelles d'autonomie sont les plus élevés de la cohorte. Son anxiété langagière et son évitement les plus faibles. Il obtient un score élevé pour la motivation introjectée et intrinsèque, très internalisé. Du côté de son parcours, il déclare réaliser plus de 2000 activités informelles par an. Plus de 2000. Ce que nous avons estimé à plus de 350 heures. Il indique utiliser l'anglais, je cite, pour le plaisir et pour le travail. Et il regarde des vidéos en anglais, je cite encore, tout le temps et sur toutes sortes de sujets, par habitude et parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas disponibles en français. Fin de citation. Il est le seul à évoquer ce type de raison. Il cite des activités de lecture, d'écriture, de visionnage et d'écoute en anglais. C'est très diversifié. Contrairement à Léonore, il remplit non seulement les exigences du cours, mais aussi des travaux complémentaires. Et en même temps, le logbook de Nicolas ne présente qu'une seule entrée de plus que celui de Léonore, même si ça a presque 2 fois plus de mots, hein, mais il documente son utilisation quotidienne de l'anglais pour établir des contacts commerciaux, faire avancer son projet entrepreneurial. Par exemple, on voit, il parle du livre et il précise le nombre de pages qu'il lit sur, en fait, c'est pas sur la vente, c'est sur la rédaction de lettres commerciales, où il parle de son rencontre avec un nouveau partenaire ou ses recherches sur les crypto-monnaies. Malgré toute cette activité intéressante en anglais, sa rédaction est assez superficielle et peu inspirée. Son logbook se termine par I just went back to my logbook and noticed I haven't write much in it. I completely forgot about it. Ainsi, il me semble que pour Nicolas, ce carnet de bord est relativement inutile et inintéressant. C'est juste un exercice qu'il réalise pour avoir une note. J'imagine que c'est le résultat logique de sa maîtrise non seulement de la langue anglaise, mais aussi des moyens nécessaires pour maintenir sa pratique tout au long de la vie. Dans ses activités, Nicolas se comporte non pas comme un apprenant, mais comme tout utilisateur compétent en anglais. Son logbook ne mentionne presque pas l'apprentissage. Comme les Fully Autonomous Self-Instructed Learners de Cole, et contrairement aux Classroom Trained Learners de ce même auteur, Nicolas considère l'anglais qu'il rencontre in the wild comme un aspect intégral de sa vie et non pas comme une opportunité d'apprentissage. Il démontre sa compétence, mais il indique clairement qu'il n'a pas besoin de conseils externes ni d'opportunités de pratique qui seraient fournies par l'institution. Bon. Et enfin, un troisième profil, Ophélie, qui est encore très différent. Son niveau est dans la moyenne de la cohorte globale. Hein. On a 50% des étudiants qui ont un score de A2. Ses résultats en grammaire assez faibles et en compréhension de l'oral plus fort que dans toutes les autres compétences. Ces questionnaires indiquent une motivation fortement internalisée, identifiée et intrinsèque. Par exemple, parmi les possibilités proposées,
elle choisit le plaisir que j'éprouve à comprendre un concept difficile en anglais. Elle obtient aussi un score élevé sur l'échelle de l'indépendance de l'apprentissage, mais beaucoup moins pour les pratiques d'études, de study habits, inférieures à la moyenne globale de notre échantillon. Son attachement, sa relation à l'anglais indique à la fois un faible évitement et une faible anxiété, ce qui permettrait de le qualifier de sécurisé. Le logbook d'Ophelia présente le genre de travail qui plaît bien aux enseignants. C'est bien fourni, c'est diversifié, c'est personnel. D'ailleurs, c'est vraiment un journal d'apprentissage. Quelques extraits ici nous montrent d'office l'envie de s'engager dans une activité nouvelle pour elle. Hein? Hello, I'm a little shy because it's the first time I have an English book, but I'm also really excited of this new experience. Donc, travail et loisirs semblent se réunir pour elle dans ce nouveau défi. Et puis, elle nous donne des exemples de ce qu'elle fait. Hein? I have a small notebook where I write the sentences that I hear and touch me, so I'll share some with you. Et puis, on voit aussi dans son logbook des techniques d'apprentissage. On voit de multiples références à la manière dont ces activités informelles l'aident à apprendre l'anglais. Coming home after doing my homework, I watched some videos. I love these people for their way of being and their originality. So that way I can learn while having fun. Et puis on trouve aussi des traces de stratégies d'apprentissage par le biais notamment de ces petites étiquettes bleues qu'on trouve tout au long et qui semblent être utilisées pour se souvenir d'un élément langagier qu'elle a remarqué et qu'elle a jugé important. Elle relève des mots isolés, des expressions idiomatiques ou parfois des collocations fréquentes. Certaines sont traduites, d'autres accompagnées d'un synonyme et d'autres encore portent des notes explicatives sur l'endroit où elles ont été trouvées ou la raison pour laquelle elles les ont ciblées. Comme on le voit ici, Ophelia se qualifie elle-même de good language learner, comme l'a appelé Nyman il y a déjà longtemps. Alors, si j'ai approfondi un peu ce dernier profil, c'est que 5 personnes sur ma petite cohorte de 9 semblent s'y retrouver plus ou moins. Et je me pose quelques questions. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un cadre universitaire et donc que ces personnes veulent montrer leur implication en tant que bons apprenants? Mais si ils ou elles sont de bons apprenants, elles, dans mon cas, elles ne sont pas forcément des utilisatrices efficaces. Après tout, Ophelia, elle présente un niveau A2 en début d'année, ce qui n'est pas particulièrement avancé. Néanmoins, les notes qu'elle obtient en fin d'année la placent parmi les élèves de niveau B2, tant à l'oral qu'à l'écrit. Alors, est-ce qu'elle a été récompensée pour son investissement et ses petites étiquettes bleues? On peut se le demander. D'après ses déclarations, il semblerait qu'Ophélia consacre plus de 270 heures à l'anglais informel sur l'année. Peut-être les changements dans ses notes pourraient aussi être attribués à cette pratique supplémentaire. Il faudrait voir ce qui se passerait si elle repassait un test de niveau. Donc, si je l'ai choisi pour personnifier le profil du bon apprenant de langue, c'est plus en fonction des attitudes qu'elle semble avoir adoptées qu'en termes de résultats de performance. Elle est une bonne apprenante, pas forcément une bonne locutrice
ou utilisatrice. Alors tout ça, ça sert à quoi? L'idée, pour moi, c'est qu'en tant qu'enseignant, on peut essayer de jouer sur les facteurs affectifs et motivationnels pour faciliter une intégration du formel et de l'informel, du dedans et dehors de la salle de cours, des terrains apprivoisés et des terrains sauvages de l'anglais. En utilisant, si possible, des éléments professionnalisants, mais également provenant du sphère des loisirs et de l'informel. Et là, je pense qu'il est pertinent de parler des fictions à substrat professionnel, euh, identifiées par Petit et dont une thèse récente de Monica Fierro-Porto a fait toute une expérimentation l'année dernière. Donc, l'idée, c'est qu'il s'agit d'avoir un impact aussi bien sur l'efficacité que sur la motivation et de créer un cercle vertueux entre les apprentissages formels, non formels, informels et la motivation et des gains en autonomie et en autodirection. Donc, tout ça en sachant que, encore une fois, moi, mon objectif principal n'est pas donc de faire apprendre l'anglais ou des caractéristiques de l'anglais ou un vocabulaire spécialisé, mais plutôt de faire adopter des pratiques qui accompagneraient ces personnes tout au long de leur vie et ainsi leur permettront de maintenir des contacts et des utilisations régulières de la langue étrangère et leur permettrait par l'usage de se l'approprier. Et je vous remercie de votre écoute.